Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je reçois des invités passionnants qui vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Milan Boigard, fondateur de Uncode School et de la newsletter que vous connaissez probablement, No Code Station. On revient ensemble sur la première promo de Uncode School, qui vient de s'achever il y a quelques semaines, et il nous débriefe un petit peu tout ça, ce qu'il a appris, ce que les élèves ont fait, et puis les conclusions qu'il en a tirées pour les prochaines formations à venir. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Milan, bienvenue sur le podcast de Contournement. Tu es le fondateur de Uncode School, qui est une formation no-code dont la première promo vient tout juste de se terminer. Et tu es aussi l'auteur depuis déjà plusieurs années maintenant de la newsletter No Code Station, que les auditeurs connaissent probablement. Voilà, donc comme je le disais, ta première formation vient tout juste de se terminer, et donc j'étais vraiment curieux qu'on ait l'occasion un petit peu de faire un petit débrief ensemble de ces 8 semaines qui ont été, je pense, intenses, et voilà, que tu vas nous raconter, qu'on a tous un petit peu pu suivre dans la communauté, notamment avec les reports aussi de Gian, etc. Voilà. Avant de rentrer dans le sujet qui devrait nous occuper un bon bout de l'épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Salut Alex, merci beaucoup pour l'invitation. C'est top, je suis très content de participer à ce podcast pour que j'écoute en fait de manière très religieuse toutes les semaines en allant courir. Donc j'adore, bravo pour le taf. Merci. Et merci pour l'invitation. Si je dois faire une présentation en fait un petit peu rapide sur mon profil. J'ai deux manières de me présenter. La première, c'est que je suis un entrepreneur. Aujourd'hui, Uncode School, qui est du coup un bootcamp, une formation no-code. Aujourd'hui, c'est pas mon premier projet. J'ai déjà monté en fait deux autres sociétés, deux autres boîtes avant, notamment qui étaient sur un secteur en fait un petit peu différent du no-code aujourd'hui. Mais finalement qui ont un petit lien avec ce qui est en train de se passer, puisque j'étais en fait dans la réalité virtuelle. Donc ma première entreprise en fait c'était une société qui vendait des casques de réalité virtuelle, que j'ai fait ça avec deux associés et que j'ai eu la chance en fait de revendre. Donc c'était plutôt assez cool, et c'est surtout ce qui m'a permis en fait de démarrer la seconde aventure, qui était du coup un média spécialisé sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui s'appelait Go Glasses, et qui était une aventure assez intéressante pour le coup. Alors après c'est devenu un peu une petite agence en fait, on faisait de la prestation sur de la VR et de la R, donc c'était assez intéressant, et surtout c'était quelque chose que j'ai mené en fait il y a déjà en fait au moins l'aventure s'est arrêtée il y a 3-4 ans, mais l'aventure a duré en fait a duré environ 3 ans. Et c'était assez intéressant de voir en fait que c'était un domaine qui était assez mouvant, mais encore assez jeune. Et en fait, je fais beaucoup de parallèles avec ce qui se passe dans le no-code aujourd'hui. J'étais vraiment au tout début d'une révolution. Ça n'a pas tout de suite pris. Aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de métaverse et on sent que les choses commencent à prendre, mais c'est pas encore le cas. Mais on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer aujourd'hui. Et j'adore finalement parler no-code et être sur ce sujet du no-code aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui, je pense, est à peu près au même balbutiement et qui est en train d'exploser, qui est en train de faire quelque chose, et vraiment qui est, pour le coup, extrêmement concret. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc j'ai l'impression d'être encore finalement dans la même type d'aventure qu'avant. Et c'était une aventure média, donc ça, c'était aussi assez intéressant. Et donc ça, c'est on va dire pour mon parcours d'entrepreneur. Effectivement, je reviendrai un peu plus sur Uncode School et No Code Station après, à la limite, pour si tu veux que je te présente l'historique. Et l'autre manière que j'ai de me présenter, c'est que je suis quelqu'un de technique. Pour le coup, j'ai découvert en fait le web de manière un petit peu fortuite et un petit peu finalement entrepreneuriale. À la base, en fait, moi, j'ai pas du tout fait d'études d'ingénieur. J'ai fait des études de philosophie, j'ai fait des études de droit, et j'ai terminé par le CELSA. Moi, mon objectif, en fait, pour être très honnête, et comme ça au moins les auditeurs le sauront, je voulais faire l'ENA, tu vois, donc ça n'a aucun rapport en fait avec ce que je voulais faire. J'étais assez ambitieux sur ça, et puis je me suis rendu compte que ça allait pas, et finalement un jour je me suis dit c'est quelque chose, je pense que les auditeurs vont beaucoup se retrouver sur ça. J'avais une idée, j'avais envie de créer une application, vraiment un besoin que j'avais, qui était autour de la musique, hein. Il n'y avait pas de business model ni rien du tout, hein. Je connaissais pas l'entrepreneuriat, mais je me suis dit ok, il faut un truc tech. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvé confronté à la première des questions que finalement je pense beaucoup d'auditeurs se posent. Ok,
J'ai une idée, mais comment est-ce que je fais pour la réaliser? Faut voir que ça, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, les outils no-code dont on va parler, dont tu parles en fait dans le podcast, ça n'existait pas du tout. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai fait ce que tout le monde fait. Je suis allé voir un pote dev pour voir s'il était chaud. Et la réalité, c'est que il a été chaud pendant 2 semaines et que le projet n'a pas vraiment vu le jour. Ce qui au final n'était pas trop grave, mais c'était assez marrant. Finalement, j'allais à la fac non pas pour bosser, mais je faisais mes petites maquettes en fait sur papier, crayon, etc. avec ma règle. Enfin bon, bref, et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et le fait que ce développeur en fait finalement n'ait pas trouvé d'intérêt pour l'application, c'était sûrement ma faute, j'avais pas réussi à bien le vendre, etc. C'était peut-être pas le projet de l'année. Mais ça c'est pas grave parce qu'en fait j'ai découvert que finalement la tech c'était quelque chose qui me passionnait et je me suis dit ok, est-ce que je peux apprendre à coder, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, parce que moi je viens d'une famille en fait plutôt scientifique et moi on m'avait fait comprendre qu'en gros si on faisait de l'informatique, si t'étais pas matheux, ce qui était clairement mon cas, en gros tu pouvais pas faire de code. Et ça m'a énormément frustré. J'aime pas trop qu'on me dise c'est pas possible que tu fasses pas quelque chose. Et donc je me suis dit il y a un truc qui s'appelle Internet, je vais aller voir ce que ça donne. Et puis j'ai fait un peu comme toutes les personnes qui se sont mis un peu au code de manière un peu fortuite comme ça. Tu vas sur le site du zéro, aujourd'hui Open Classroom, et puis tu commences et tu fais ton premier HTML CSS. Puis au bout d'une semaine en fait, t'as vraiment une page web. Tu te dis mais attends, genre c'est moi qui ai fait ça en fait, et c'est génial. Et en fait, après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, on peut aller plus loin. On peut faire des interactions, on peut faire des logiciels, etc. Et du coup, j'ai commencé à apprendre du PHP, j'ai même essayé de faire du C, etc. Puis du coup, je me suis formé, j'ai commencé à comprendre et à apprendre le WordPress, etc. Puis finalement, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai fini en fait par vraiment ensuite prendre des prestations du coup en dev pour faire des trucs avec des plus ou moins de succès en fonction de la difficulté du projet. Mais ça c'était vraiment quelque chose qui m'a plu, et là je suis tombé en fait dans la marmite et je me suis dit ok, c'est parti, c'est ce que tu veux faire et on va voir comment ça se passe. La réalité c'est que je me suis rendu compte que, pour raccrocher peut-être les wagons avec ce qu'on fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement mon parcours de développeur, il avait été un petit peu bancal. Alors effectivement que pour être développeur, il n'y a pas besoin d'être matheux, heureusement. Alors, sauf c'est un truc, c'est important de le démystifier. Ouais, voilà. Alors sauf si effectivement tu as envie de développer des intelligences artificielles ou autres, ou des algorithmes très complexes. Mais globalement, en tout cas, pour réaliser un paquet de projets, surtout pour du web, etc. Exactement. Il n'y a pas du tout besoin en fait d'être matheux. À la limite, il faut vraiment une logique. Ça, par contre, c'est très important. Mais je pense que la logique fait partie des maths, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi sortir. Et il y a plus de personnes logiques que de personnes qui sont matheuses en fait. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui étaient très logiques, qui étaient très, tu vois, quand tu fais les tests, etc., qui n'avaient pas forcément du tout des profils scientifiques, qui pourtant pouvaient exceller dans ces tests-là. Ouais. Ça, c'est vraiment, je suis complètement d'accord. Aucune corrélation, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qu'on essaye de nous faire croire. Par contre, on est d'accord que d'un point de vue académique, la logique, etc., fait partie, c'est un sous-ensemble des maths, etc. Mais ouais, franchement, ça, c'est un truc qui est assez frappant, quoi. Et donc, en fait, dans ce parcours, ce qui m'a un peu posé problème, c'est que finalement, j'ai appris à développer tout seul et avec les communautés dev qui commençaient à se monter. Il faut voir que aujourd'hui, peut-être pour les plus jeunes, ils se rendent pas compte, mais il y a 10, 12, 15 ans, c'était pas exactement la même chose. Quand même. Et donc, effectivement, il y avait du Stack Overflow, etc. Mais enfin, ça restait extrêmement technique. Déjà, si t'étais pas très fort en anglais, parce que moi, il faut le savoir, et je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes, j'ai commencé à aborder le dev par des cours en français. Alors qu'en fait, aujourd'hui, moi, un de mes credos, c'est si tu veux te débrouiller et arriver à sortir le meilleur, soit du dev, soit notamment en fait des outils no-code. Je suis désolé, mais pour l'instant, la communauté anglophone ou les réponses anglophones restent aujourd'hui les plus pertinentes. Ouais, même les outils sont en anglais, etc. Donc, mais en termes de ressources, mais ça, c'est un des trucs. Je me souviens, un Simplon, Erwan insistait vachement sur le fait que faites vos recherches en anglais, puis utilisez Google Traduction, etc. Ça vous donnera assez d'infos, au moins pour comprendre la réponse, par exemple, sur Stack Overflow, mais ne jamais se limiter à faire que des recherches en français, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça, si on fait justement, je vais raccrocher parce que en fait le reste, le souci, c'est que justement avec ces points-là, quand tu démarres tout seul,
On te le dit pas, tu le sais pas, c'est pas sur internet. Et le problème, c'est qu'en fait, ton parcours d'apprentissage, il est très sinueux. Tu finis par arriver à faire ce que tu veux faire, mais au lieu de le faire en 2-3 jours parce que quelqu'un t'a dit ok, la direction c'est là, pas forcément la réponse, il t'a dit la direction c'est ici, et ben tu finis par mettre 3 mois pour arriver à sortir quelque chose. Et les parcours sur internet à l'époque, il y a 10 ans, mais c'était pas aussi clair que peut-être aujourd'hui. Maintenant je trouve des formations dev à peu près à tous les coins de rue, donc il y a pas de problème. Après, est-ce que tu deviens un bon dev avec ça, on pourrait en débattre sur un autre podcast, mais globalement ça c'est une des problématiques. Je trouve que mon apprentissage a été extrêmement mauvais. J'ai appris extrêmement mauvais, en tout cas très sinueux, et ça c'est quelque chose pour le coup que j'ai essayé de me servir en fait de cet apprentissage pour monter en fait le bootcamp, et vraiment essayer de donner des jalons clairs et une direction pour arriver justement à avoir un apprentissage qui soit le plus clair possible. Et en fait, pour moi, je considère que cet apprentissage qui finalement a été compliqué pour moi est une force aujourd'hui pour arriver à monter une formation et se mettre à la place de personnes qui n'ont jamais pratiqué. Et aujourd'hui, finalement, je me sens légitime pour former et apprendre ça, non pas parce que j'ai de l'expérience, non pas parce que je suis le dev de l'année, mais parce que j'ai prouvé qu'aujourd'hui, tu n'étais pas obligé d'être ingénieur pour arriver justement à avoir une certaine logique derrière les outils, et surtout que tu es capable de lancer des projets qui... passe-moi l'expression, qui ont de la gueule en fait, sans justement arriver à être un développeur incroyable, mais juste en ayant en fait les concepts et des logiques bien particulières. Et ça c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui a vraiment mené à ma réflexion. Et pour terminer effectivement sur ça, il s'avère que je me suis rendu compte en fait lors de mes prestations qu'en fait il y avait un paquet de clients. Ils voulaient pas forcément des marketplaces incroyables, etc. Ils voulaient un bon WordPress pour pouvoir gérer leur truc, et ils voulaient ensuite quelques plugins ou quelques fonctionnalités supplémentaires. On aime ou on n'aime pas. La réalité, c'est que du coup, tu finis vite par te spécialiser en fait sur certains points, parce que c'est ce que les clients veulent, et c'est comme ça que tu finis par en vivre en fait. Donc tu le fais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je commençais à utiliser finalement ces outils no-code, notamment un des plus connus, c'est Zapier. Je me souviens quand c'est sorti sur Product Hunt, du coup j'ai regardé ces trucs, je me suis dit... Alors Product Hunt, pour ceux qui savent pas, c'est une communauté, américaine dont l'objectif en fait est de présenter chaque jour des projets. Et découvrir des produits. Ouais, découvrir des produits. Et c'est vrai que Zapier avait fait quelque chose à l'époque. À l'époque, même avant, il y avait un truc qui s'appelait IFTTT, qui existe toujours aujourd'hui, et que j'ai utilisé en fait sur différentes boîtes. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, cette automatisation, j'utilisais déjà finalement un peu des outils en fait de programmation visuelle, mais il n'y avait pas de mots. Sur le côté no code, et puis c'était quand même très très décrié par les développeurs, fallait pas le dire, tu vois, fallait mettre un peu ça sous le tapis. C'était pas un vrai dev en fait si tu faisais ça. Bon, pourquoi pas, à la limite, moi ce qui a toujours compté sur ce que je faisais, c'était la valeur que j'apportais en fait au client, et au projet, et si le projet il était là, il apportait assez de valeur finalement, que ça soit fait en fait avec un outil qui n'était pas de vrai dev ou codé de A à Z, où tu passes ton temps à débugger. Franchement, ce qui compte, c'est vraiment la valeur. Et je pense que c'est un vrai point à comprendre et à voir en fait sur les outils no-code aujourd'hui. Et donc pour terminer, l'idée c'est que je me suis rendu compte en fait qu'il commençait à y avoir en fait une petite effervescence au niveau de ces outils, pas juste par opportunisme, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'outils qui commençaient à être matures. Je faisais déjà ma veille en fait dessus, mais c'est vrai que des outils comme Bubble, des outils comme Zapier, des outils comme Integromat, qui est maintenant Make, et même Webflow. Je me souviens la première fois que je suis allé sur Webflow, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis j'y suis retourné en fait quelques années après, et en fait je me suis dit ah ouais, ils ont quand même largement progressé par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en 2013 Webflow, j'étais tombé dessus, j'étais là, bon, moi je vois pas ce qu'ils font de mieux qu'un WordPress, et puis en fait leur ascension a été vraiment fulgurante, ils ont super bien bossé, et c'était impressionnant, et finalement j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, et je me suis
dit, tu vois, en période, c'est un peu là que ça a commencé quand même pour pas mal de personnes. En période de confinement, je me suis retrouvé avec un moment où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire en fait d'intéressant donc malheureusement je pouvais pas faire des vaccins donc je me suis dit peut-être que je peux écrire pour proposer à des gens de s'intéresser à ce domaine qui est en train de monter, qui est en train de faire quelque chose. Puis des gens, ça se voyait pendant le Covid, tu vois, tout le monde avait envie de faire des projets mais on savait pas comment faire. Les gens avaient du temps aussi. Et les gens avaient du temps. Donc je me suis dit, bon, on va faire un truc marrant. Je vais essayer de faire une newsletter parce que moi j'aimais bien faire une veille. Et comme je te le disais avant, moi j'avais fait un média qui était spécialisé en fait. Et donc écrire, c'était quelque chose qui me plaisait. J'aimais bien partager. Et je me suis dit, bon, vas-y, fais une newsletter. Et puis franchement, ce qui serait génial, c'est un jour, t'as 300 personnes qui s'inscrivent. Et là, t'auras 300 personnes qui te lisent. Et ça serait un truc de ouf. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a eu 300 personnes en 2 semaines. Et là, je me suis dit, en fait, peut-être que le domaine, ça intéresse vraiment les gens. Et peut-être qu'il faut vraiment en faire quelque chose. Et c'est vrai que derrière, moi, la formation m'est apparue en fait assez évidente. Parce que moi, j'ai toujours aimé ça. Pour ceux qui le savent, tu le sais aussi, moi j'ai été formateur chez Simplon, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. J'ai fait beaucoup de confs, notamment aussi en entreprise pour former des gens. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et la formation, moi, c'est quelque chose qui m'est paru assez évident. Pas vraiment typiquement l'agence no code ou faire de la prestation. Moi, c'était vraiment le sujet de la formation. Et la réalité, c'est que j'ai pas pu le monter tout de suite parce que moi j'avais une vision de l'information, je voulais pas faire du en ligne et du asynchrone parce que je voyais pas pédagogiquement en fait comment moi je pouvais faire quelque chose de qualitatif dessus et apporter vraiment de la valeur. Et donc est-ce que peut-être aussi tu l'as pas mentionné dans ton parcours mais tu as aussi été formateur en code. Ouais. Du coup tu as eu cette expérience aussi de cours en présentiel et tout, enfin moi je sais que je trouve que c'est quelque chose, bon même si maintenant on fait que des formations en ligne, je trouve ça quand même assez plaisant d'être devant les gens, il y a une certaine énergie. Je peux comprendre, on veuille reproduire, tu vois, donc je sais pas toi quel était un peu aussi un lien. Si c'est ça parce que en fait moi ce que j'ai adoré sur les formations en présentiel, alors c'est peut-être mon profil aussi qui veut ça, peut-être que je suis assez à l'aise avec les gens, puis j'ai vraiment cette passion, je pense que j'arrive à transmettre et je pense que ça c'est assez fort, j'arrive à fédérer un groupe. Et c'est vrai que en distanciel, j'en ai déjà fait en distanciel, ça marche bien, mais moi je me sens un peu moins à l'aise. Donc je sais que j'ai des efforts en fait à faire dessus, et je sais qu'en présentiel, la notion de groupe, ça c'est indéniable en fait. T'arrives vraiment à sortir quelque chose et à fédérer un groupe, et je trouve que t'arrives à faire sortir des gens qui peut-être tout seul derrière son ordinateur auraient été un peu plus perdus. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant de se dire que le présentiel, tu peux arriver justement à fédérer ce groupe-là. Donc en fait, Covid, pas possible de le lancer, et Covid qui dure. Donc relou. Parce que le projet ne sort pas. Donc compliqué de faire ça. C'était un peu un mal pour un bien, parce que la réalité, je pense que j'aurais pas pu sortir un programme intéressant ou avec assez de valeur juste au sortir du Covid, parce qu'il y avait plein d'outils qui n'étaient pas encore peut-être assez matures, il manquait peut-être de documentation, il y a énormément de choses qui se sont passées finalement là dans ces 2 ans et demi, on est tous les deux observateurs de ce marché. Bien sûr. Mais peut-être que toi aussi, il y a aussi une certaine maturité aussi à avoir, des programmes pédagogiques et tout, surtout pour 8 semaines, mais justement on va venir un peu dans le sujet, quoi, dans le vif. Ça prend du temps, quoi. Il faut itérer aussi, avoir des idées, les confronter. Et faire des projets. Aussi, vraiment se confronter. Ouais. Je pense que c'est très important. Se confronter aux outils, quoi, finalement. Ouais, voilà, vraiment se confronter aux outils et pas juste, en fait, aller voir une vidéo tuto sur YouTube et se dire, ok, vas-y, je sais faire. Non, mets un outil en prod et ensuite on en reparle. Parce que même sur du no-code, il y a plein de difficultés que tu vas pouvoir rencontrer, que tu n'avais pas forcément imaginé, et bien évidemment que tu ne vois pas en fait sur la plupart des tutoriels. Et d'ailleurs, petit point en fait sur les tutos YouTube, moi j'en regarde des dizaines et des dizaines parce que j'aime bien me tenir au courant des différentes fonctionnalités, et j'ai pas le temps de faire 12 000 projets non plus. Mais par contre, je remarque qu'il n'y a jamais
vraiment de méthodologie derrière ça. On te montre juste une fonctionnalité, Bien sûr, comment le faire. Et tu vois, ça manquait en fait énormément. Donc pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pour moi, important en les tant que tutos, formateur. c'est pas de la formation. Hein. Moi, je dis clairement, ça déplaira peut-être à certains, mais pour moi, c'est pas de la formation. Mais C'est c'est nécessaire. un soutien. Ça peut être un soutien, absolument. Ça peut être c'est un du soutien support, et ça te permet de rentrer dans un outil, ou alors quand tu es déjà familier avec l'outil, de te montrer De une pratiquer. fonctionnalité sans avoir à pratiquer, en disant vas-y, j'ai déjà vu cette problématique, Bien ça va sûr. être ok. Mais c'est quand tu connais déjà l'outil, tu vois. Voilà. Pour découvrir un outil, pour comprendre les concepts qu'il y a derrière, pour moi, ça suffit pas. Mais bon, bref, c'est pas pour digresser là-dessus. Mais justement, venons-en vraiment à ta formation. Et avant peut-être de parler justement de ce programme et comment tu l'as conçu, ta formation, il y a un titre précis, je veux pas dire de conneries, mais en tout cas, elle forme au métier de product builder. Ouais. Un mot vraiment sur lequel tu as insisté, tu es un des premiers à vraiment l'utiliser. À ma connaissance, il y avait Payfit qui en parlait déjà un peu, mais qui, je pense aussi, ont peut-être une définition un petit peu différente. Mais donc, du coup, voilà, parle-nous de ça déjà. Quelle est ta vision de ce métier? Enfin, tu vois, et aussi peut-être, toi, quoi est-ce que tu veux former, quoi, finalement? C'est un vrai sujet et je pense malheureusement qu'il n'y aura pas de réponse en fait exacte avec la définition en 2 phrases sur ce que c'est qu'un product builder. En fait, je vais surtout te raconter pourquoi j'ai essayé de vraiment travailler sur ce terme-là. Dans ma newsletter, ce que je fais depuis déjà 1 an, je fais une review des différents jobs que je vois passer sur le marché, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait, l'employabilité des personnes. Et en fait, il y a une corrélation entre, si tu formes des gens, derrière, il faut qu'ils soient capables de trouver finalement un travail en corrélation avec ce pourquoi ils ont été formés. Alors effectivement, il y en a certains qui montent des boîtes derrière. On sait quand même qu'il y a beaucoup de boîtes aussi qui marchent pas. La plupart. Et voilà, c'est bon, on s'est dit. Ouais. Et par conséquent, il faut se donner l'opportunité de rebondir, tu vois. Donc, l'employabilité, pour moi, c'est un vrai sujet qui est important. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces offres d'emploi, donc je recensais très minutieusement dans un Airtable, etc., chaque semaine, ce qui prenait beaucoup de temps, parce que ça, c'est pas automatisé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des termes qui étaient absolument incompréhensibles. Chef de projet no-code maker, chef de projet ingénieur no-code ingénieur, développeur no-code, développeur no-code, développeur low-code / no-code. Et là, je me suis dit, il n'y a pas une offre d'emploi qui se ressemble. Et en fait, ça posait plusieurs difficultés. Je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, de la part des recruteurs et des équipes, ils n'ont pas compris quel est le profil qu'ils cherchent. Donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment ce profil-là va s'intégrer. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, toi, en tant que candidat, quand tu vois ça, moi, si par exemple, je vois no-code ingénieur, et c'est ce que je t'ai raconté avant, j'ai pas fait d'études d'ingénieur. Pourtant, sur les outils no-code, je me débrouille bien, mais je suis pas ingénieur. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Je postule ou je postule pas ? Parce que je suis pas un bac+5 en ingénieur, en fait. Sachant que plus souvent dans ces fiches de poste-là, il y a du no-code, du dev, de la gestion de projet. C'est aussi ça, souvent, la problématique, c'est que Exactement. Le terme est flou et ensuite, la description et les compétences requises sont floues. Alors que sur certains métiers, il y a un poste est associé à un set de compétences clairement défini, et puis voilà, quoi. C'est parce que c'est aussi des métiers qui possiblement, enfin pour la plupart, en fait, existent déjà depuis plusieurs années, sur lesquels finalement une fiche de poste a fini par sortir. Bien sûr. Ça, c'était ça. Je trouve que du coup, on se retrouve face à ces différentes fiches de poste. C'est compliqué et je me rends compte que, en fait, on me contacte énormément pour mettre en relation des potentiels candidats et des entreprises et d'essayer de discuter de quel pourrait être ce profil-là, parce que les entreprises sont complètement perdues sur ce que ça peut faire. Donc je me dis peut-être que le plus simple, c'est déjà peut-être d'appeler un chat et d'essayer en fait de trouver une terminologie en fonction des différentes compétences que j'avais pu recenser, quelles pouvaient être les compétences qui pouvaient ressortir. Et j'ai choisi, je te dis, j'ai fait des études de philosophie, donc moi l'étymologie était quelque chose que pour moi qui était importante. Et j'ai choisi ce terme de product builder. Alors c'est assez marrant parce que Payfit l'utilisait, mais la réalité c'est que en fait j'ai pas du tout fait ma veille avant. J'ai réfléchi à ça, je suis tombé sur ça et je me suis rendu compte
qu'en fait Payfit avait un terme équivalent. Et du coup, je me suis mis en relation après avec eux. C'était assez intéressant pour continuer un peu à construire ça. Et surtout, ils n'ont pas la même interprétation que moi sur le sujet. Justement, il faudra que tu nous donnes, toi, un peu, c'est quoi un product builder concrètement? Et alors, du coup, ce qui était important, c'était que je faisais une distinction déjà peut-être entre maker et builder. Pour le coup, en fait, le terme de maker en français, il y a un côté un petit peu artisan. Du dimanche ou la Maker Faire, etc. C'est très associé au vocabulaire des Fab Labs, quoi. C'est pour ça que nous, on l'utilise jamais, parce qu'on considère que ça vient du mouvement des Fab Labs, quoi. Exactement. Et donc, du coup, ça peut induire c'est un peu confusion. Voilà, induire en confusion, merci. Et puis bon, quand même, on va pas se le cacher. Il paraît que maintenant il y a un outil qui s'appelle Make. Donc c'est quoi un maker en fait? C'est une personne qui est sur Make. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'en plus c'est encore. Il y a que des bonnes raisons de pas utiliser le terme maker à mon sens, mais bon. Et le monocode, je voulais pas l'utiliser non plus parce que je pense que dans quelques années, en fait, ça va pas être le terme qui va forcément être utilisé. Effectivement, il y aura toujours probablement cette distinction entre code et outils no-code, mais je pense que le terme no-code en fait n'a pas vocation en fait à rester. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir en fait la notion de produit derrière. Alors, notion de produit, c'est pas tout le temps très clair pour. Il y a peut-être un petit côté un peu parisien dedans, puisque ça fait appel un peu à toute la méthodologie produit et tout le cycle d'un produit technique, c'est-à-dire en fait c'est des équipes qui sont constituées en règle générale souvent d'un ou d'une product manager, d'un ou d'une product designer et d'un développeur, et qui sont en charge soit de développer une fonctionnalité par exemple pour un site, soit soit un produit en fait complet, et pour ça en fait il y a des méthodologies, il y a des équipes en fait qui sont là, et les rôles sont assez clairs. Finalement, un product manager, alors je vais pas refaire toute sa fiche de poste, mais on sait déjà ce qu'il fait. Un product designer ou une product designer, on sait déjà qu'il est aussi en charge de l'interface, de comprendre l'utilisateur, etc. Puis le développeur, lui, il est en charge en fait d'implémenter ce qui a été validé par la suite. Sauf que moi, je pense qu'en fait, il y a un peu un chaînon manquant, c'est que pour toutes les fonctionnalités produits qui sont développées, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un ou une développeuse pour ces sujets-là. Et je pense que des outils no-code aujourd'hui arrivent à une certaine maturité pour justement ajouter un peu ce chaînon manquant du ou de la product builder. Et ça, c'est très important pour moi de voir en fait que dans ce continuum et cette méthodologie produit, il y ait un nouvel échelon qui est pas là finalement pour ajouter de la confusion et qui est là pour apporter finalement plutôt de la clarté sur qui fait quoi dans tel projet, et qui me paraît aujourd'hui avoir du sens. Et ce qu'on va me dire, c'est ok, mais du coup un product builder il fait surtout des produits en fait en externe, il fait pas trop de solutions internes. La question, c'est est-ce que quand tu fais juste finalement du make et de l'automatisation, tu es plutôt sur quelque chose peut-être d'un peu plus opérationnel, et par conséquent, pourquoi product builder en fait pour ça? Moi, je considère que quelqu'un qui fait en fait, c'est pas que je considère, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quelqu'un qui fait vraiment des automatisations et des process de haut niveau. Je parle pas de juste une bulle en fait d'un formulaire qui récupère dans un Google Sheet. Ça va être des compétences en fait que n'importe quel product manager a déjà ou va avoir en fait dans les prochains mois. Donc ça c'est pas le problème. Clair. N'importe qui devrait avoir, même dans le marketing, etc. Parce que ça finalement c'est Word et Excel d'aujourd'hui. Exactement. Je vais dire de demain, mais en fait on y est déjà quoi. Exactement. Donc ça c'est les compétences de bureautique de base. C'est une compétence. C'est pas un métier. C'est pas un profil, et ça je suis entièrement d'accord avec toi, et par conséquent si tu veux vraiment arriver à mettre en place une automatisation qui soit une vraie solution business en interne, en fait tu es obligé de mettre en place toute la chaîne de méthodologie produit pour faire ça. Et c'est assez marrant, là pour le coup j'en ai parlé avec
Alex Petit-Chouraki qui est, je sais pas si tu l'as encore invité, mais mais quand il était dans un autre poste, quand il était chez les Bizops de Tiller. Ouais, voilà. Il travaille chez Make maintenant. Ouais, qui travaille chez Make justement et qui est venu nous faire en fait, du coup chez Uncode School, une conférence en fait sur comment il avait mis en place en fait techniquement chez Tiller toute cette partie un peu automatisation et process. Et tu vois qu'en fait, déjà le recueil du besoin, la discovery, la manière de l'utiliser, la mise en place méthodologique de tous ces process qui sont quand même très complexes. Hein. Je m'en souviens, il y en a un qui m'a beaucoup marqué sur la logistique, qui était quand même assez important avec plein d'acteurs en fait à l'intérieur. Donc un process assez complexe. Et puis ensuite toute la partie documentation, maintenabilité, pouvoir porter ce projet auprès d'autres équipes. Et en fait, tout ça, c'est un vrai continuum. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, autant un développeur, pour avoir cette compétence produit, c'est compliqué parce que, tu vois, on est tous les deux dev ou on a été dev. Et la réalité, on sait très bien que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Et que c'est difficile de s'intéresser, enfin pas de s'intéresser, mais d'être dans une vision produit un peu plus avancée. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les outils no-code justement sont un peu plus abstraits, il y a quand même plus de programmation visuelle, etc. Même s'il y a une vraie logique en fait, potentiellement dev derrière sur les outils qui sont très professionnels. Et par conséquent, tu as plus le temps à la fois de t'intéresser à cette méthodologie produit pour mettre en place des projets internes ou externes qui ont du sens, et en plus de ça enfin ouais, voilà, je pense que j'ai plutôt bien expliqué le truc. Non, c'est très clair, et on va passer justement à comment on se forme à ce métier-là. Ouais. Mais avant, quand même, il y a un truc, moi personnellement, je suis pas complètement d'accord sur ce que tu dis entre l'interne et l'externe. Moi, je ferais quand même une vraie différence, et je pense que ça mobilise quand même des compétences qui sont différentes. Et je suis pas fondamentalement aligné avec le fait que les gens qui mettent en place l'automatisation doivent solliciter les mêmes compétences qu'un PM, par exemple, donc un product manager. Notamment, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont plus de l'ordre, on va dire, tu vois, tout ce que tu parlais des process, enfin, t'as très bien décrit, tu vois, justement, tout ce qui est... Mais pour moi, ça, c'est des compétences qui viennent plus, et on le voit dans la communauté, des gens qui font du conseil en système d'information, des choses comme ça, tu vois. Et ces gens-là, ils vont jamais te parler d'une méthodologie produit, tu vois. Tu vois, quand je vois un Noam, par exemple, ou un Xavier, tu vois, dans la communauté, qui sont des experts Airtable, etc., eux, tu vois, je pense qu'ils sont moins, ils parlent moins. Alors, il y a des choses qui se recoupent, tu vois, quand tu le dis, c'est vrai que je réalise qu'il y a des choses qui se recoupent, mais pour moi, c'est un petit peu différent, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils en parlent pas qu'ils en font pas. C'est ça que je veux mettre. Ouais, mais ils ont des choses, tu vois, par exemple la cartographie de processus, puisque là c'est un peu notre sujet, on sort une formation là-dessus. Je pense qu'aucun PM ne fait ça, tu vois. Ça, c'est pas la méthodologie, le cycle de gestion d'un produit, de conception d'un produit, tu vois. Bah, au bout d'un moment, si quand même, comment est-ce que tu fais un produit en fait, comment est-ce que tu mets en place un produit ou une solution? T'es obligé en fait à un moment donné d'utiliser tu vas faire une user journey, tu vas faire des choses. Il y a quand même des subtilités parce que t'as pas les mêmes contraintes, tu vois, que quelqu'un qui va automatiser, qui va devoir prendre en compte différents systèmes d'information, tu vois. Après, c'est pas pour rentrer trop dans le sujet parce que nous, tu vois, on est quand même assez alignés sur le fait que nous, on s'intéresse pas du tout à la création chez Contournement, je veux dire, d'outils externes, enfin, d'outils de produits. Par contre, on considère qu'effectivement, les outils internes sont quelque part des produits, tu vois, on parle de MVP, etc. Mais je ferais quand même une distinction, et je pense que cette distinction, elle est importante aussi, parce que je pense, et ça c'est peut-être un peu un autre sujet sur lequel on va revenir, c'est que c'est un peu peut-être un écueil, si je peux me permettre, hein, tu vois, mais de vouloir faire qu'un métier couvre trop de champs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que c'est tout à fait OK que dire aussi qu'un product builder, il va faire des produits plus dans le sens... en tout cas, c'est ma vision, hein, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un peu le truc de la polyvalence. Enfin, voilà. Mais on va peut-être revenir aussi un peu sur cette question. Alors, juste un dernier point, puis après, si tu veux, on passe à la suite. La réalité, c'est que aujourd'hui, moi, je le fais aussi dans un sens pour aider un peu la communauté et les entreprises à avoir une certaine définition. Je pense pas que j'ai forcément la réponse. Je pense que c'est une des réponses. Mais la réalité, c'est que même aujourd'hui, tu te retrouves pour des mêmes postes avec des intitulés qui sont différents. Et je sais que ça va être mouvant. Et finalement, tu sais quoi, ça me dérange pas trop. Je pense que Product Builder, effectivement, va prendre. Et je pense qu'il y a d'autres sujets, en fait, qui vont prendre. Je suis pas forcément fermé à ça. Mais je pense que, par contre, c'est clair qu'il faut pas qu'il y ait
50 définitions de poste parce que sinon on va pas s'y retrouver et ça va être compliqué en fait de savoir quelle va être un peu la direction à prendre. Si on a 2-3 en fait qui sont ensemble, bah tu sais quoi, ça clarifie et peut-être qu'effectivement après il y a des mots qui vont prendre des sens un peu particuliers et je pense qu'il faut pas être fermé. L'idée en fait c'est d'ouvrir le débat en posant en fait des jalons qui sont discutables et par conséquent qui ensuite viendront orienter potentiellement le marché. Et ça c'est important de voir que bien sûr, je mets mais j'ajouterais, tu vois, à ce que tu dis, tu as raison, mais moi j'ajouterais surtout, c'est pour ça que justement je veux qu'on en vienne à la formation, c'est que c'est la formation qui va orienter ça, tu vois, c'est-à-dire que les compétences que tu vas mettre dans ta formation, par exemple la tienne, tu vois, et d'autres gens qui viendront se greffer là-dessus, peut-être, je sais pas si on aura, tu vois, qui vont, tu vois, justement former à ce terme, vont orienter les choses, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, après, il va y avoir une espèce de consensus, normalement. Tu vois, peut-être même après, il y a des gens qui vont déposer des certifs, etc. Ouais. Tu vois. Et donc, il y aura une espèce de consensus, puisque les boîtes, elles sauront que, bah tiens, lui, il sort de cette formation, donc il a tel set de compétences. Et tous les gens qui sont sortis de cette formation, et bah, ils ont fait tel type de job, tu vois. Et c'est pour ça que c'est justement, je pense que c'est pour illustrer ce propos, ça va être intéressant que tu nous parles un peu de la formation et justement de ce que tu as mis, tu vois, comme ce que les élèves. Alors, tu vas pas encore pouvoir nous dire ce que les élèves, tu vois, ils ont fait après. Enfin, puisque là, on est vraiment à 2 semaines, même pas. J'ai déjà du feedback. Hein, ouais, enfin, cela dit, ce sera intéressant, tu vois, de savoir si on a trouvé du boulot, qui lance des projets, etc. Mais tu vois, je pense que tout ça va orienter aussi. Tu vois, finalement. Quelque part, tu vois, toi, tu as une vision. Et puis, en fait, après, c'est ce que vont faire les gens de des compétences que tu leur as transmises qui va être intéressant, quoi. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec la formation, c'est que c'est un boulot qui est foncièrement humain. Je monte pas un SaaS, en fait, en disant, tiens, on va faire telle fonctionnalité. Il y a des gens, ils vont faire des choses, et du coup, il va falloir suivre ça et orienter. Et en fait, moi et tous ceux qui font de la formation ont un rôle dedans, mais ensuite il y a les gens qui vont vivre leur vie et qui ensuite vont réaliser des choses auxquelles toi-même t'aurais pas pensé dans la formation. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et je pense qu'il faut être prêt à l'entendre. Il faut être prêt à se dire ok, j'avais pas prévu ça comme ça, c'est hyper smart la manière dont telle personne l'utilise, ok, ça vaut le coup d'y réfléchir pour faire ça. Et vraiment cette expérience humaine ça joue beaucoup plus que peut-être dans un SaaS. Mais du coup dis-nous alors un peu si on fait un peu le déroulé de la formation, comment est-ce que je l'ai pensé. Ouais, voilà. Mais à ce moment-là, essayons de faire un peu peut-être rapidement, tu vois, comment tu l'as pensé pour tout de suite attaquer après comment elle s'est passée, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, parce que c'est ça aussi qui va être sympa un peu de découvrir. Carrément. Moi, donc du coup, je te disais, j'ai beaucoup utilisé en fait différents outils no-code pour vraiment arriver à me former, à sortir des projets dessus pour voir comment ça se passait. Et ce que j'ai surtout découvert en fait, c'est que pour utiliser certains outils no-code, donc là je parle notamment du Webflow, du Bubble, du Make, qui sont moi des outils en fait que j'aime tout particulièrement, mais on pourrait citer aussi d'autres outils que je suis en train de découvrir et que j'aime beaucoup, du Xano, du WeWeb, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait pour bien utiliser ces outils, il fallait 2 choses. La première c'était des méthodologies pour arriver à bien les comprendre, et ensuite j'ai appelé ça une culture web ou une culture dev. T'es pas dev, mais tu dois comprendre en fait ce que c'est qu'une API, tu dois comprendre ce que c'est qu'un tableau, tu dois comprendre ce que c'est qu'un JSON, tu dois comprendre un peu ces termes un petit peu techniques qui sont pas faciles à expliquer en fait ce que c'est qu'un JSON dans un podcast, c'est un format de données, on pourrait dire. Je sais pas si on a toute une formation qui arrive sur ce sujet, sur les API. Donc on aura le temps du coup d'en parler, mais je pense que ça c'est des vrais sujets qui sont un peu importants. Quand j'ai commencé le C, il y avait un truc qui s'appelait les pointeurs, et en règle générale tout le monde arrêtait enfin tout le monde. En règle générale, tu voyais si le dev allait continuer ou pas, si tu aimais bien les pointeurs. Et je trouve que je le retrouve un petit peu dans le monde du no-code avec les API. Les gens, ils font des petites interfaces, etc. C'est bien, puis dès qu'il faut utiliser une API, là par contre, ça devient plus complexe. Parce qu'en fait, derrière, il y a une méthodologie, il y a une compréhension enfin, de ce qu'est le web, comment fonctionne le web. Et ça, c'est assez important. Donc vraiment, le voir dans deux trajectoires en fait, qui sont complémentaires. Comment est-ce qu'on utilise de manière professionnelle
ces outils de manière méthodologique et comment est-ce qu'on acquiert une culture web qui te permette de te dire, imaginons que dans 5-6 ans, les outils auxquels on a formé n'existent plus, il y en aura d'autres, de voir qu'en fait, ils vont utiliser ces mêmes concepts et que par conséquent, tu sois capable non pas de refaire ma formation, mais de te dire, je peux me débrouiller tout seul et comprendre comment bien aborder un outil parce que finalement, c'est un peu toujours la même chose. Et ça, c'était vraiment 2 points extrêmement importants pour moi. Et donc après, il y avait un autre point qui était aussi important, et j'en ai parlé un peu au début de ce podcast, c'était la partie présentielle. Donc je voulais aussi une formation qui soit en présentiel. Il y a eu 10 personnes pour commencer. Je voulais un petit groupe pour être sûr en fait de bien lancer la formation, d'être sûr en fait d'être vraiment présent pour tout le monde et d'apporter vraiment un maximum de valeur en fait à chacun. Donc ça c'était le premier sujet. Et après sur le déroulé sur ce premier bootcamp, c'était donc 8 semaines en présentiel sur Paris. Et on a fait un déroulé qui est déjà présent sur le site, mais avec une première semaine en fait justement. Je mettrai le lien on a d'ailleurs. on a une conception en fait de qu'est-ce que c'est qu'un produit, comment ça marche, quelles sont les méthodologies qui sont attachées à ça. Ensuite du code. Moi je considère que aujourd'hui c'est important d'avoir des notions de code, pas d'être développeur, d'avoir des notions de code. Ça c'est un vrai sujet. Et après on est parti notamment en fait sur 2 points qui me paraissaient très importants. Je pense qu'un product builder doit avoir la compréhension de ce que c'est qu'un front et doit avoir la compréhension de ce que c'est qu'un back. Ok. Et donc le front, j'ai considéré que Webflow en fait faisait très bien l'affaire aujourd'hui. Et au niveau du back, moi je vois 2 choses. Il y a la partie un peu, il n'y a pas un peu, il y a le back pour moi il est découpé en fait en 2 éléments qui sont à la fois la base de données et à la fois la partie plus workflow finalement. Donc la partie workflow pour moi c'est toute la partie en fait automatisation. Donc là on a utilisé Make. Alors c'est assez marrant parce que durant ce bootcamp il y a quand même plein de choses et notamment on a eu le droit à un rebranding en fait en live de Integromat qui passe à Make. Donc on s'est mis à utiliser ce terme, ça faisait un peu bizarre au début et on a terminé par finalement une solution plus intégrée aussi qui est Bubble parce que je trouvais que finalement la conception qu'avait pas mal de startups un peu qui commencent à se mettre sur le no-code et qui aujourd'hui sont commencent à avoir un petit peu pignon sur rue, hein. Je pense beaucoup à Prelo qui ont décidé vraiment d'utiliser ces outils no-code comme cœur de leur technologie aujourd'hui. Je trouve que ils avaient une conception qui était intéressante en se disant je vais utiliser en front un Webflow pour présenter en fait mon site, mon service, etc. Derrière la machine, ça va être finalement un sous-domaine sur lequel est placé un Bubble et donc ma web app. Et globalement, je vais utiliser aussi d'autres automatisations, du N8N, qui est un autre outil type Make, mais open source, ou du Make pour pouvoir mettre en place certaines automatisations. La réalité, c'est qu'après, on a eu la chance que Prelo vienne aussi nous présenter ce qu'ils ont fait. C'est plus complexe que ça parce qu'ils ont plusieurs applications. Et puis en plus, ils sont arrivés peut-être au bout de certaines limites en fait de Bubble. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils switchent en fait sur d'autres trucs. Je pense que tu auras l'occasion peut-être de l'aborder sur d'autres podcasts. C'est vraiment prévu. Super intéressant. Et je trouvais que cette vision-là entre front et back, si tu as bien compris en fait les deux, tu es quand même capable du coup déjà de lancer des projets de manière professionnelle et d'être assez autonome sur la suite. Et il y avait comment est-ce que j'ai choisi ces outils, parce que c'est des choses en fait qui... Moi j'ai juste une première question quand même qui me fait réagir sur ce côté-là, c'est du coup tu vois, je suis assez d'accord que c'est bien de comprendre, tu vois, le côté front et back. Est-ce que, mais après ça serait plus dans un petit peu la rétrospective justement de la formation, tu vois, mais pourquoi pas faire que du Bubble, quoi. Voilà, je vais formuler ça tout simplement comme ça. Yes. Sachant que, comme tu l'as dit, hein, tout ce on peut tout faire dans Bubble, quoi, globalement. On peut tout faire dans Bubble. La réalité, c'est que c'est qu'aujourd'hui on est obligé de se rendre à l'évidence que Bubble, en termes de front, est pas l'outil le plus agréable pour réaliser en fait des projets. Moi, je trouve.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui aussi, le marché demande ce qu'on appelle un développeur Webflow. Par conséquent, je pense que ceux qui ont pour l'instant le mieux résolu en termes d'outils no-code la question du front, ça reste Webflow. Est-ce que alors, franchement, enfin, je me permets encore un peu. Vas-y. Mais est-ce que tu fais pas moi, je trouve qu'il y a dans en tout cas l'architecture que tu nous donnes, un peu pas une confusion, mais parce qu'on est d'accord que Webflow ça permet de faire du front, mais tu vois, entre le site vitrine de Prelo, tu vois, pour prendre l'exemple de Prelo, tu vois, mais par exemple nos amis d'Auto, c'est pareil, tu vois, leur site, avant c'était sur WordPress, je crois que maintenant c'est sur Webflow, la plateforme derrière est sur Bubble, tu vois, en fait c'est une architecture hyper simple. Mais est-ce que cette question du site vitrine, elle est pas un peu triviale, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment corrélé, tu vois. C'est-à-dire tu fais un site, on peut le faire avec Doric, on peut le faire avec n'importe quoi. Et ça, limite, tu peux le faire par une agence, tu peux le faire par un petit freelance. Et je pense que c'est pas obligé que ce soit les mêmes gens qui font l'app, vraiment, le lourd avec Bubble, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis développeur Webflow, c'est clair qu'il y en a, tu vois, des gens qui gagnent très bien leur vie, en faisant du Webflow, mais c'est complètement décorrélé du produit quelque part, quoi. En tout cas, dans les exemples que tu as donnés ou que j'ai donnés, quoi, plutôt. Bah non, pas nécessairement décorrélé du produit. Oui, si tu veux faire à la limite une landing page, encore une bonne landing page, au bout d'un moment, t'es obligé en fait derrière d'avoir aussi le bon discours qui va bien, le bon parcours utilisateur, etc. Donc c'est un vrai métier, mais c'est un métier à part de fait de développer une application, tu vois, un produit, quoi. Alors, en fait, je pense que et je pense que c'est un des enseignements du bootcamp. Je me suis rendu compte que finalement, ce que les gens avaient envie aussi, c'était finalement aussi de développer des web apps. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir que aujourd'hui sur la partie no code, il est en train de se passer ce qui se passe complètement en fait sur le web aujourd'hui. Il y a deux manières de faire. Soit une manière qui est intégrée, soit une manière en fait qui est décuplée / microservice. Ok. Et ça, je m'en suis bien rendu compte finalement après ce bootcamp en se disant que y a deux options à prendre aujourd'hui si tu formes en fait les gens aux outils no code. Soit ils vont avoir une option totalement intégrée. Effectivement, on peut faire un front très bien sur du Bubble. Je trouve que c'est pas particulièrement l'outil qui est le plus adapté, le plus agréable pour ça, mais c'est possible à faire. Mais tu vois ce que je veux dire, parce que quand on parle de front, quand on va dans l'appli de Prelo, d'accord avec moi que l'app de Prelo, là où tu dis c'est le front de Bubble, tu vois. Ouais. C'est décorrélé du... Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est intéressant, parce que je pense que là où tu veux venir, c'est un point qui est très intéressant, qui est... Enfin, et je vais pas parler à ta place, tu vois, mais parce que moi, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant. C'est des solutions plutôt WeWeb plus Xano, tu vois. Exactement. Là, en fait, t'as ni Webflow, ni Bubble, tu vois, quasiment, quoi. Exactement. Exactement. Ce que je vois bien, en fait, en termes de parcours et ce qui va... du coup, je comptais pas l'annoncer sur ce podcast, mais du coup, je pense que ça a du sens en tout cas d'en discuter. C'est que je pense que je vois vraiment deux parcours en fait assez distincts entre choisir des solutions intégrées et choisir des solutions en microservices, parce qu'à la fin, tu fais de la web app et ça va dépendre en fait du projet que tu vas mettre en place. Et je pense qu'effectivement une solution full Bubble, ça fonctionne très bien, avec ses limites aussi à un moment donné, mais tu es obligé d'être professionnel vraiment pour faire ça, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Et une solution plus microservice avec un Webflow / Xano / WeWeb / Make, par exemple, qui te permettent de faire une solution microservice en fait hyper intéressante. Et c'est l'orientation en fait que je comprends en fait sur Uncode School. Par la suite, pour vraiment avoir des parcours qui soient plus distincts et plus différenciés et peut-être plus clairs aussi. Je pense que toi tu vois bien de quoi je parle. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui comprendront en fait ce que c'est que l'intérêt du microservice aussi, mais je pense que c'est vers là en fait qu'il faut probablement aller, parce que la solution intégrée répond très bien à un problème qui est celui par exemple d'une boîte qui a pas du tout de legacy, qui a pas du tout en fait d'existant, et qui te permet en fait d'aller vite. Donc Bubble est absolument incroyable. Tu peux partir de zéro, quoi. Tu peux partir de zéro, donc Bubble est incroyable en fait pour ça. Et par contre, pour plein d'autres solutions, si tu es freelance, que t'as un besoin pour une boîte, si tu arrives dans une boîte avec déjà en fait de la legacy, une base de données, etc. Globalement en fait la solution microservice en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui dis que c'est bien, etc. C'est les pratiques
qui se font aujourd'hui dans le web. Et je crois que en fait aujourd'hui, il faut peut-être pas trop se prendre la tête non plus sur les outils no-code. Est-ce qu'on va réinventer la manière dont on fait de la tech ? Non. Enfin, en tout cas, moi, je ferai pas ça. Je propose des choses, je ferai pas ça. Je pense que j'essaye plutôt de m'inspirer en fait ce qui se fait déjà d'un point de vue tech et de voir en fait s'il y a des solutions no-code qui correspondent et qui sont matures et qui correspondent en fait à l'ambiance générale tech. Et aujourd'hui, effectivement, pour Uncode School, je vois bien cette distinction entre intégré et microservices qui aujourd'hui, je pense, me paraît pertinente et répondent aussi à des besoins qui sont un peu différents. On pourra pas rentrer là vraiment dans le sujet des microservices, mais c'est le côté vraiment modulaire, quoi, on va dire, du no-code, utiliser différents. Mais ça, c'est hyper intéressant pour faire tout un épisode là-dessus. Mais pour en revenir à la formation, du coup, pour creuser un petit peu, parce qu'on a commencé à sauter à quelques conclusions qui sont hyper intéressantes et que j'ai envie d'aborder. Mais déjà, dis-nous un petit peu les profils des candidats aussi. Ouais. Et quand je dis les candidats, d'ailleurs, c'est peut-être vraiment les candidats, les gens qui ont candidaté, et puis après ceux que tu as retenus, quoi, puisque tu as fait une sélection quand même. C'est un truc, on m'a fait la réflexion en fait au début en me disant il faut absolument que tu aies un profil, un persona pour pouvoir recruter. Moi, je suis un entrepreneur en fait avant tout, donc je fais les choses et puis ensuite on voit comment ça se passe. Effectivement, j'avais une idée, mais je pense qu'aujourd'hui, arriver avec des idées trop précises sur ce que tu veux faire dans le monde du no-code, t'as quand même pas mal de chances de te planter. Il faut être quand même un peu lean en fait dessus. Moi, j'avais, en tout cas en termes de candidats, deux attentes. La première, c'était est-ce que ces gens avaient un projet professionnel en fait derrière. Projet pro, c'est monter une boîte, devenir freelance et ou dans sa boîte arriver à pouvoir utiliser ces outils no-code. Il fallait que ça soit un projet qui soit très concret et que ça soit des gens qui soient motivés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 8 semaines en présentiel à temps plein sur les horaires qu'on fait, si t'es pas motivé, globalement, c'est trop dur. C'est trop dur. Si tu veux vraiment devenir pro et arriver à bien faire, c'est pas que c'est trop dur, c'est que c'est très intense. Du coup, t'es fatigué. Enfin, c'est physique en fait dessus. Puis l'éducation, c'est un peu en dents de scie. Hein. Il y a des moments, t'arrives hyper bien à faire un truc, t'es super fort. Puis il y a d'autres moments, t'as des gros downs parce que c'est compliqué. Donc ça, c'est pas facile. Donc c'était vraiment les deux points en fait que je retenais chez les candidats et les candidates. D'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce que peut-être que les gens qui écoutent vont se dire c'est évident en fait qu'on cherche ça, mais en fait c'est pas du tout évident dans le sens où il y a quand même beaucoup de candidats, de gens qui veulent faire de la formation, et je vais le dire entre guillemets, enfin c'est pas très gentil, mais il y a beaucoup de gens qui sont perdus, quoi, qui savent pas ce qu'ils veulent faire derrière et qui veulent juste faire une formation parce qu'ils ont entendu que c'était cool ou quoi. Bon, ça arrive surtout beaucoup dans les écoles, toi t'as encore une très jeune formation, mais et ça, en fait, c'est vraiment les gens que tu veux éviter dans ta formation, surtout avec tous les critères que tu as dit, et je trouve que c'est vraiment important de le dire, quoi. Bah, tu veux l'éviter, en fait, pour l'ambiance du groupe, pour la personne tu veux l'éviter aussi pour la personne, bien sûr. Parce que c'est pas lui rendre service. Le mieux, c'est vraiment qu'elle réfléchisse à son projet professionnel. À la limite, tu peux l'accompagner sur son projet pro, mais tu peux pas décider à sa place. Ouais. Et si tu veux vraiment que tu tires le maximum d'une formation, faut vraiment se donner à fond. Et si t'es prêt à ça, moi, je le vois... Enfin, ceux qui ont vraiment été prêts à ça dans la formation, ceux et celles qui ont été prêts à ça, aujourd'hui, ils ont des bons résultats, et je vois surtout qu'ils ont vraiment pu aller loin et apprendre plein de trucs. Et c'est ça qui est gratifiant. Et du coup, ce que je m'étais donné aussi comme contrainte, c'était un peu ambitieux quand même pour le premier, c'est d'avoir une parité. Ça, c'est vachement bien. Parce que aujourd'hui, du coup, en tant qu'ancien dev, t'évolues rapidement dans un monde en fait qui est composé à 80-90% d'hommes, et peut-être qu'on a loupé ça chez les devs. J'ai pas du tout envie qu'on le loupe du côté outil no code. Et pour moi, il faut faire en sorte d'amener au maximum la parité dessus, et que ça soit vraiment pour toutes les formations. Alors en tout cas sur toutes celles qui existent, c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pris en compte, donc c'est top. Et je le vois, c'est assez marrant, il y a beaucoup de femmes
postulent en fait chez Uncode School. J'imagine que ça doit être peut-être pareil pour d'autres formations, et ça me fait vachement plaisir parce que je me dis qu'il est en train de se passer quelque chose, et peut-être que les femmes en tout cas disent ok, maintenant on a vraiment aussi un rôle à jouer, et je trouve ça génial. Et j'ai eu peut-être un peu de chance sur ce premier bootcamp du coup d'avoir la parité parfaite. Je sais pas si je pourrais refaire d'autres strikes en tout cas sur les prochaines formations. C'est quelque chose, justement, plus tu le fais dès le début, je pense, plus ça s'instille, parce que après tes élèves servent un peu de rôle modèle, etc. Exactement. Donc ça, c'était un premier point. Et après, comment est-ce que j'ai fait cette sélection ? Dans mes souvenirs, il y a je l'ai lancé au moins en 2 mois. J'ai eu, je crois, entre 30 et 40 candidatures. Et du coup, j'ai fait des entretiens en fait pour chaque personne. Au début, ça sert à rien d'automatiser ou de faire les trucs. Tu vois les gens et tu parles avec eux et tu essayes de comprendre. En plus, tu apprends des choses, même ceux que tu prends pas, j'imagine, tu as appris beaucoup. Exactement. L'idée, c'était que à la fin de cet entretien, même si tu sais rapidement, si tu prends pas la personne, parce que je fais pas des entretiens de 5 minutes. Donc, du coup, je sais vite en fait si la personne, ça va le faire ou non. Et puis, d'autant plus que, étant donné que j'étais formateur pendant plusieurs années en fait avant, je vois vite et je cerne vite un candidat. Mais j'ai retenu du coup une personne sur 3, une personne sur 4 en fait sur cette formation, parce que la motivation était là, parce que la personne en fait avait un projet professionnel qui était clair derrière, et aussi parce qu'il y a des gens qui sont venus et se sont dit tiens, j'ai essayé déjà de faire des petits trucs sur les outils no-code, j'ai regardé des tutos, tiens, j'ai fait une petite page, voilà ce que j'ai fait. Et là je me suis dit ok, ils ont vraiment voulu aller loin. Ils n'auront pas de surprise. Voilà, ils sont pas juste tombés en fait sur le site par hasard, et ils ont déjà essayé quelque chose, donc eux, je vais vraiment pouvoir en faire quelque chose et leur rapporter vraiment quelque chose. Donc voilà, c'est à peu près ce qui s'est c'est complètement ce qui s'est passé même pour ce premier batch. Comment ça s'est passé aussi, j'ai eu un tiers de personnes qui voulaient monter leur boîte. Okay. / startup. Je montais une boîte derrière. Un tiers de personnes qui voulaient se lancer en freelance, et un tiers de personnes qui étaient déjà en fait en entreprise et qui comptaient y retourner par la suite. Donc c'est là où je me dis il fallait absolument pas trouver son persona. Peut-être qu'il va s'affiner effectivement au fur et à mesure des bootcamps, et ça c'est bien normal. Mais je suis hyper heureux d'avoir eu ça, parce qu'en fait ce qui est assez incroyable, c'est que cette diversité là a fait que les gens venaient finalement de milieux qui étaient parfois très différents. Il y avait des gens qui venaient de province maintenant, si je dis pas de bêtises. Alors ça c'était assez ouf, c'est qu'en plus de ça, il y a des gens qui venaient de loin, de Besançon, de Rennes, et qui ont pris un logement pendant 2 mois pour suivre la formation. Enfin, j'avais pas le droit à l'erreur. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Tu sais que si tu prends ces gens-là et qu'ils font l'effort, t'es obligé de te donner à 2000%. Et ça aussi, ça te montre un petit peu la valeur de ce que tu as essayé de faire, et tu dois délivrer. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a peut-être un truc aussi que je voulais que tu nous dises un petit peu, c'est justement par rapport aux moyens que tu as mis en œuvre. Du coup, il y a aussi une équipe pédagogique. Ça, t'en as pas parlé encore, mais t'étais pas tout seul. Non. Et ça, c'est important, je trouve, aussi à souligner, parce que c'est un vrai engagement. Et c'est rare, hein. Enfin, moi, j'ai connu beaucoup trop de formations où il y avait juste un pauvre mec face à 24 personnes qui étaient quand même pas bien préparés, bien encadrés. Toi, t'as mis vraiment aussi des moyens importants. Ouais. Alors effectivement, du coup, je comptais effectivement en parler par la suite, parce que cette formation, elle n'aurait pas, en tout cas, eu le succès escompté par la suite si j'avais été tout seul, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu es tout seul sur 2 mois, physiquement, c'est extrêmement dur quand tu dois arriver. Puis en plus, tu montes la formation. Enfin, tu vois, tu dois quand même itérer tous les jours. En live, quoi. Et puis... ça, c'était la première des choses. Et puis, la seconde, c'est aussi que, en fait, en quoi t'es vraiment légitime sur tous les outils, tu vois. C'est pas... Effectivement que je pense que je me débrouille plutôt pas trop mal sur pas mal d'outils, mais de là à dire que je suis vraiment un professionnel sur tous ces outils, je pense qu'au bout d'un moment, il faut être aussi un peu humble, choisir un peu ses spécialités, et ensuite faire appel aux bonnes personnes. Et ça me semble hyper important aussi, en termes de légitimité, d'arriver devant des gens et de dire, écoutez, moi sur la partie produit, c'est Romain qui va faire ça, parce que
Effectivement, je comprends. Effectivement, je maîtrise des notions, mais je suis pas la personne la plus pertinente pour vous en parler. Et puis après, sur la partie peut-être une des parties automatisation et sur Bubble, il y a Florian qui du coup en fait est beaucoup plus pertinent que moi pour vous faire ça, et qui du coup en fait va mettre ça en œuvre. Et ça, c'était un vrai sujet, et franchement j'en profite de ce podcast pour vraiment les remercier en fait pour leur confiance, parce que ça c'était un vrai sujet. Et je crois qu'en fait, tu sais, t'es en formation pendant 2 mois avec des gens, au bout d'un moment tu vois la même personne pendant 2 mois. Pour les élèves aussi génial en fait qu'à puisse être, il faut de la diversité, parce que tu peux pas être juste si cette personne est géniale, bah du coup t'es dans un petit cocon pendant 2 mois. C'est pas du tout le monde du travail, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. T'es jamais dans un cocon, et si cette personne est pas bien, bah justement ça te permet quand même au bout d'un moment de peut-être du coup avoir aussi une autre personne qui peut-être rattrape, tu vois. Donc faut le penser aussi en formation. Aussi les autres personnes qui sont accompagnées aussi pouvaient te faire un feedback sur toi, comment t'enseigner, même si c'est toi qui pilotes le bateau. C'est hyper important. Et encore une fois, je souligne quand même que toutes les formations ne sont pas comme ça. Enfin, tu vois, nous, quand on a appris que, par exemple, chez Wild Code School, il y avait un formateur qui, en plus, le mec qui était, il y a 2 ans avant, était encore élève. Enfin, je suis désolé, moi, ça m'a fait bizarre. Franchement, je le dis publiquement, parce que c'est, une formation où t'as un seul formateur qui, lui-même l'a admis, tu vois, il n'est pas expert de tous les outils, mais qui va enseigner tous les outils. Bon, ok, on est sur de l'initiation à ce moment-là, mais il faut le dire clairement, quoi. Ouais. On va initier un petit peu les gens à tous les outils. Puis voilà, quoi. Je pense que ça fait partie aussi de, quand tu montes une formation, c'est aussi ce que vous faites chez Contournement. Finalement, vous avez une très bonne connaissance de la plupart des outils, mais vous entourez aussi d'experts en fait pour sortir ça. Et je crois qu'une bonne formation, c'est justement de se dire, est-ce que l'organisme de formation a justement conscience en fait du marché dans lequel il est. Il a conscience aussi de où mettre les bonnes personnes, à quel endroit. Et ça, c'est ce que les gens attendent. Et c'est ça qui est vraiment important. Je dirais même peut-être aussi le conscience du niveau des formateurs et des formatrices et des gens qui interviennent et des intervenants. C'est pour ça qu'il ne faut pas le côté opportuniste, parce que c'est pas mal ce qui va se passer de toute façon dans les 6 mois, 1 an. Il y a déjà pas mal de personnes en fait qui vont se mettre dessus, et c'est normal parce que ça fait partie en fait. Et puis de toute façon, on peut pas former tout le monde, tu vois. Donc c'est aussi ce sujet. Mais par contre, je pense que ce qu'on va beaucoup voir en fait dans les prochains mois, c'est des formations en fait qui n'ont pas de vision, qui en gros téléchargent le programme d'un ou 2 bootcamps, etc. Tu fais un peu un micmac, tu vas sur LinkedIn, tu cherches Bubble truc, tu cherches Webflow machin, et tu dis vas-y, tu veux pas en fait aller faire ça. Et en fait, être formateur devant des gens, c'est pas juste être bon sur un outil. C'est est-ce que t'aimes ça, est-ce que tu sais transmettre. Et ça, si jamais c'est pas ça, ta formation, elle n'a pas de sens. Alors oui, effectivement, tu peux prendre des OPCO, tu peux prendre du CPF, etc. Peut-être que c'est un business, c'est pas le mien en tout cas. Et ça, c'est vraiment très important. La formation, c'est pas un business comme un autre. Tu es devant des gens et tu dois délivrer de manière qualitative. C'est pas juste une opportunité de marché. On est bien d'accord. Juste peut-être pour finir sur la formation et après faire un petit bilan rapide. Est-ce que juste moi j'étais curieux que tu nous racontes un peu comment ça se passe une journée, tu vois, et un petit peu peut-être au travers de ça un petit peu nous partager un petit peu justement de la pédagogie que vous avez mis en œuvre. Carrément. Sur une journée c'est assez complet. On arrive en fait en règle générale, on commence à 9h30 et ça se termine en fait à 18h, et ça se déroule en fait de cette manière. En règle générale, le matin, on fait un petit peu le point sur la journée en fait. On fait un petit peu le point sur la journée précédente pour savoir un petit peu où ça en est, les difficultés de chacun, pour vraiment comprendre l'avancée. Ça te permet vraiment d'avoir un peu la température de la promo à un moment donné. C'est un truc, ça dure 15 minutes et qui est assez important. On se fait une petite review, un petit questionnaire de ce qu'on a vu en fait hier, pour savoir qui a capté et ce qui n'a pas été capté, pour savoir et sentir un petit peu l'ambiance. Encore une fois, la température. Donc tu vois, genre 9h30, 10h, 10h05, 15 parfois ça dépasse. Normalement on a fait un peu la review de ce qui s'est passé hier. C'est hyper important en fait de pas aller trop vite. Parfois il faut mieux en faire un peu moins, mais être sûr qu'en fait les bases sont maîtrisées. Ça c'est vraiment un point qui est important. Il faut voir que la pédagogie c'est aussi la répétition. Faut pas avoir peur de répéter. Ok, forcément t'es tenu par un programme, mais t'es tenu en fait par ce que les gens arrivent à absorber.
Si jamais il voit pas tout, c'est pas grave, mais s'il voit tout au pas de course, c'est un problème parce que finalement il maîtrise rien à la fin, tu vois. Donc faut aussi en être conscient, il faut avancer avec ça. Ensuite, franchement, là pour le coup, j'ai pas été particulièrement extrêmement original par rapport à ce qui se fait sur la pédagogie un peu classique. En règle générale, ce qu'on fait, c'est que la matinée, c'est surtout des concepts qu'on voit. Donc il y a une partie cours, il y a une partie mise en pratique, et l'après-midi, il y a une partie soit mise en pratique du concept en fait qu'on a vu le matin, soit sinon on travaille sur le projet personnel, parce qu'effectivement quelque chose que j'ai pas dit, il y a un projet fil rouge. Qui est là pendant 8 semaines, qui a pour objectif de les faire pratiquer sur le sujet que eux ils ont déterminé. La manière qui contient un peu toutes les briques. Hein, exactement. Il y a un site, il y a une appli. Exactement. Ce que je voulais faire, c'était un peu la difficulté. C'était en règle générale, les bootcamps, il y a 3 manières de faire. Soit sinon, tu dis, vous allez travailler sur tel projet. La probabilité que les gens soient intéressés par le projet que tu proposes, en règle générale, ça marche pas. Soit sinon, tu proposes en fait à d'autres startups, PME, etc. de venir en fait proposer des projets. Ça, en termes de gestion, c'est extrêmement compliqué. Il peut y avoir des déceptions. Et puis il y a beaucoup de déceptions. C'est assez complexe. Il peut y avoir des échecs, des élèves qui sont mis en porte-à-faux devant le client. Exactement. Donc, alors c'est la chose qui est un peu dommage parce que j'aurais bien, qui était vraiment intéressant sur travailler avec d'autres boîtes, c'est que là, tu as quand même la relation client. Et bon, il y a quand même des gens qui veulent faire freelance. Au bout d'un moment, c'est bien d'avoir cette première relation client. Dessus, tu as vraiment un projet réel. Mais j'ai remarqué qu'en règle générale, ça donne pas des super projets, en fait, ça. Donc, pour l'instant, je dis pas qu'on le fera pas un jour, mais en tout cas, j'ai considéré qu'on n'était pas calibré en fait pour faire ça. Et donc, on a fait quelque chose qui était un peu à mi-chemin et pour le coup, qui s'est plutôt bien passé. J'ai donné un cadre technique en disant, il y a des notions, des concepts qu'on va voir, je veux les retrouver dedans. Donc, je vous donne en fait les outils, je vous donne le cadre technique en fait, que vous devez utiliser, un cahier des charges. Par contre, c'est à vous ensuite de créer ce produit. Vous choisissez l'idée, vous choisissez le marché, vous choisissez l'UX, vous choisissez le graphique, le graphisme, pardon, le wording à l'intérieur. Et comme ça, c'est un projet personnel que vous avez eu envie de faire, mais vous êtes obligé de rentrer dans le cadre en fait pour que la formation ait du sens et pour que vous puissiez pratiquer ce qu'on a vu en cours. Et ça sur 8 semaines, en fait. Yes. Est-ce que j'ai oublié de te dire quelque chose ? Est-ce que tu veux donner un ou deux exemples justement de ces projets ? On ne pourra pas tous les passer. Ils sont dans ta newsletter. Ils sont tous dans la newsletter, dans la newsletter où je fais un récap en fait du bootcamp. Des projets, c'est difficile d'en citer parce que s'ils écoutent ça, en fait, ils vont dire t'as pas cité mon projet, etc. Non, mais un qui serait un peu représentatif, quoi. Moi, il y a celui d'Anthony, en fait, Anthony Pétrément que j'aime beaucoup parce que Anthony il a réussi à faire en fait alors lui son projet c'était une marketplace en fait oui, c'est une plateforme en fait de mise en relation, donc plutôt quelque chose d'assez classique sur le marché des drones, et de mettre en relation des personnes qui ont le permis pour pour piloter des drones. Donc ça peut être pour des événements, des mariages, du BTP, de l'agriculture, etc. Tournage de clips, etc. Et puis des particuliers ou des entreprises qui voudraient faire ça. Et moi, je suis pas forcément très drone, mais tu vois, il a vraiment poussé le truc. Ok, il y a une plateforme à l'étranger, aux États-Unis, qui marche bien, qui est plutôt pas mal, dessus, et qui fonctionne bien. Donc moi, j'ai envie de faire quelque chose dessus. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui en France, en fait, il y a une demande qui est dessus, qui n'était pas nécessairement en fait remplie par un acteur du marché. Et du coup, il s'est attaché en fait à réaliser ça. Et franchement, il a été, encore une fois, je donne rendez-vous dans la newsletter pour voir en fait le projet qu'il a réalisé, mais aujourd'hui il a quelque chose de fonctionnel qui va sortir en fait très prochainement.
Donc j'aurai l'occasion d'en reparler et c'est quelque chose en fait qui est hyper intéressant parce qu'il a vraiment réussi à utiliser tous les concepts qu'on a vus en formation. Mais bon, c'est un peu dur de parler que d'Anthony parce que franchement, Anna a fait aussi quelque chose en fait d'incroyable. Il y a vraiment d'autres personnes en fait qui ont fait des sujets qui étaient top et je voudrais tous en parler un par un. Mais on invite les gens à lire du coup dans la newsletter et puis Gian aussi qui a documenté un peu tout le je pense que ça c'était quelque chose qui était incroyable sur la formation, c'est que on va pas se le cacher, je pense que durant la communication durant cette formation j'ai pas été au top. Parce qu'en fait, quand t'es en formation, j'ai décidé de mettre le pont sur la formation et c'est vrai que sur la com, je suis pas un Instagram boy, tu vois. Donc du coup, c'était un peu difficile. Mais même sur LinkedIn, j'ai pas réussi à communiquer. Même la newsletter, j'ai dû la mettre un peu en stand-by le temps de faire ça. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a une nana qui est arrivée, qui s'appelle Jian et qui s'est dit, bah moi je vais écrire en fait et je vais raconter ce que je fais en formation. Alors, je t'avoue que le premier, je me suis dit, oh là là, c'est chaud, je sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va dire parce que c'était le premier, tu vois, forcément, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont un peu moins bien, et tu dis comment ça va se passer. Et en fait, elle a vraiment raconté ça déjà avec ses mots, elle écrit bien, elle a raconté ça avec le cœur. Et il y avait un truc assez exhaustif. En plus, j'avais l'impression qu'elle prenait le temps de vraiment raconter un peu tout ce qui a été fait. C'était des super longs posts du coup sur LinkedIn. Et ce qui était intéressant, c'était de pas juste en fait à faire un compte rendu. C'était une série. Et visiblement, il y a des gens en tout cas dans la communauté qui ont suivi ça en mode c'est quoi l'épisode et ça, je pense que ça a été un peu ma chance. C'était pas prévu, tu vois, d'avoir une Jian. Qui est capable de documenter ça et qui donne un avis qui est elle dit pas que c'est absolument génial, elle dit ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a un peu moins aimé sur son parcours. D'ailleurs en plus c'est ça qui est génial, c'est que à la fin elle a réussi à utiliser en fait certains outils no code, mais elle a vu qu'il y en a d'autres ça lui plaisait pas du tout et en fait elle a réussi aussi à trouver sa voie. Et je pense que une formation ça doit pas enfermer non plus, ça doit donner des perspectives et j'ai l'impression qu'en tout cas Uncode School lui a donné la perspective qu'elle a voulu, qui va plutôt se baser en fait sur de l'écriture, sur de l'accompagnement en fait de solopreneurs, qui du coup à un moment donné vont aussi utiliser des outils no-code et elle sera capable de faire la passerelle et de leur expliquer aussi comment ça se passe. Et oui, effectivement, elle ne deviendra pas product builder, mais c'est pas grave. Sachant que si je dis pas de bêtises, elle est en poste chez Betagouv, c'est ça ? Exactement. Donc, elle est au contact des boîtes. Suivant quel était son enjeu. Voilà. C'était. Donc chacun y trouve, tu vois, encore une fois, on en revient un peu au sujet du début, c'est-à-dire que les gens aussi trouvent dans la formation pas forcément toi ce que tu as... Enfin, ils trouvent ce qui t'y a mis, mais ils en font pas forcément ce que tu as imaginé. Exactement. Et ça, petit à petit, après, dans le volume, ça va dessiner un peu des tendances. Et comme tu dis, tu l'as un peu du coup dit tout à l'heure, mais déjà aussi peut-être des spécialisations, des choses comme ça. Exactement. On avait bien observé ça aussi à Simplon, après des différents référentiels de formation. Enfin, suivant jusqu'où tu veux aller dans le côté école de Uncode School. Mais... globalement, je pense que tu commences forcément avec quelque chose qui est peut-être un peu monolithique au début. Et ensuite, justement, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense que le plus intéressant, c'est de proposer des parcours. C'est là où, en fait, j'ai envie plutôt d'aller. Parce que je pense que c'est probablement ce qui va plus ressembler au marché qui va advenir. Et justement, alors pour finir un petit peu, parce qu'on est sur la fin... Qu'est-ce qui, tu vois, déjà, quel est un peu ton bilan, peut-être de quelques enseignements, tu en as déjà partagé quelques-uns, mais quelques enseignements que tu as tirés, et puis du coup, quel est le futur pour tout ça ? Des enseignements, il y en a, je retiens beaucoup de choses, j'espère que je vais pas en oublier, mais effectivement, une des choses probablement les plus marquantes, en fait, quand tu fais un bootcamp de surcroît en présentiel, c'est la force de l'équipe si jamais t'as bien recruté en fait les bonnes personnes. T'as vu d'ailleurs, moi je parle même pas finalement d'étudiants de batch, je parle d'équipe. C'est assez marrant parce que t'inclus autant les intervenants exactement. Que les apprenants, quoi. Exactement, mais pour moi les apprenants, les étudiants, je sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, je sais pas si j'ai trouvé le bon terme, mais ils sont dans une équipe. Il n'y a pas ce côté
vraiment top down. En fait, on est dans une équipe et moi, c'est un peu l'image que je leur renvoie. Je suis un ancien rugbyman en fait, et la notion d'équipe quand tu fais du rugby, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement important. Chacun a son poste et personne ne peut avancer si quelqu'un en fait dysfonctionne sur son poste. Et ça me parle beaucoup pour même une boîte en fait. J'ai pas fait tous les sports, peut-être qu'il y en a d'autres sur d'autres sports. Je fais du judo, mais c'est moins présent sur le judo. Mais dans le rugby, c'est très présent. Et moi, quand je recrute les gens et le premier jour où ils viennent, je leur dis, vous n'êtes pas juste des étudiants, vous êtes dans mon équipe. Et ça donne une autre dimension au bootcamp. Il y a vraiment cette dimension accompagnement et cette dimension direction. Quand on avait match, moi c'était pas on me disait tu fais ci, et parce qu'il y a le sélectionneur en fait qui fait ça, et c'est ça qui est important, et c'est dans ma conception et j'ai vu qu'en tout cas ça c'était quelque chose qui marchait bien. Donc pour revenir à ce que tu disais sur ce que je retiens, c'est vraiment cette notion d'équipe, cette cohésion, parce que effectivement il y a des moments où c'était dur, où il y a des gens qui se disaient peut-être je vais arrêter, peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être que c'est compliqué, parce que finalement, toute formation, personne ne fait du 100%, surtout quand ça dure 2 mois, c'est intense, c'est compliqué. Et en fait, j'avais même pas besoin, finalement, de m'impliquer. Alors, si, forcément, j'étais impliqué, mais en vrai, il y avait une telle cohésion d'équipe qu'en fait, ils se sortaient tous. De ça, et ils s'entraidaient, et c'était incroyable. Et notamment parce que effectivement j'avais pas fini de raconter la journée, mais il y a un dernier point qui est quand même important, qui est celui en fait, je disais qu'on terminait à 18h, en fait on termine vraiment à 17h, et en fait de 17 à 18 il y a ce que moi j'appelle un soutien. C'est-à-dire qu'en fait, je peux revenir sur le cours de la journée, on peut parler d'un autre sujet, je peux te débloquer, on peut te débloquer en fait sur tes projets. Et en fait, c'était assez marrant de voir que au début, effectivement, c'était Romain, Florian et moi qui étions assez présents. Et à la fin, en fait, globalement, on n'avait plus grand-chose à faire en fait de 17 à 18 parce que ça avançait en s'entraidant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis dès le départ, de la bienveillance et de l'entraide. Vous n'y arriverez pas tout seul. Et à partir du moment où les gens, ils ont l'état d'esprit, ils connaissent les règles, et je suis assez fier de ce qu'ils ont... Enfin, je suis très très fier de ce qu'ils ont fait et de ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe pédago, parce que évidemment, tout n'est pas parfait, mais globalement, finalement, instiller cet esprit d'équipe dès le départ, ça permet de te sauver de pas mal de situations peut-être techniques, bien sûr, qui pour le coup pourraient être plus complexes. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est important. Enfin, tu vois, on a bien compris, je pense que vraiment vous avez mis un cadre très important, et aussi, tu vois, même dans le choix des locaux, vous avez quand même pris des beaux bureaux, enfin beaux locaux, pas des bureaux, mais dans le 3e arrondissement. Un point sur ça, effectivement, c'est pour le coup, on était, je sais pas s'ils écouteront ça, mais Antoine, qui est le fondateur en fait de JEDA, qui est un autre bootcamp en fait en data science, a bien voulu nous recevoir en fait sur ce premier bootcamp, et j'en profite pour le remercier parce que c'était incroyable, et cette dimension. Il y a d'autres apprenants, etc. Il y avait un petit côté école, mais ça a été peut-être aussi un peu ma chance sur ça qui a fait la diff. Il faut le dire, tu vois, parce que c'est aussi dans l'exigence que tu as eue, tu vois, de ce projet. Je trouve que ça fait partie des trucs, et de l'expérience aussi des gens. Enfin, c'est un tout, quoi. Il y a juste un petit point sur lequel je voulais revenir, que je trouvais intéressant quand tu disais que c'était dur. Enfin, que les élèves, en tout cas, des fois, ont eu ces hauts et ces bas. Je trouve que ça m'invite à 2 trucs. Il y a un truc, déjà, tu appelles ça un bootcamp. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un truc militaire, le bootcamp. Et je trouve que ça, c'est devenu n'importe quoi, ce mot. On l'entend à toutes les sauces. Tu vois, et moi, quand j'entends des choses comme ça me plaît, parce que là, je me dis, voilà, ça, on est dans l'esprit du bootcamp. Tu vois, il y a du travail, c'est dur. Les gens, ils doivent continuer ça pendant 8 semaines. C'est pas juste 9h, 17h. C'est un truc constant. Ça te prend la tête. Des fois, t'es un peu down. Des fois, tu as envie tu vas faire des choses autour, tu vois, parce que Diane, elle faisait ça, je pense, en dehors des heures, documenté, tu vois, c'est un espèce de truc un peu prégnant. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, je pense, et ça, c'est plus particulier au no-code, et t'es le premier à le dire, et on le dit aussi. Là, on parle d'outils professionnels. Les outils sur lesquels vous avez formé les gens, c'est des outils professionnels, et c'est normal que ça soit difficile de rentrer dedans, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas fait une formation à Wix ou à Doric, ou je sais pas, enfin, Doric, j'aime beaucoup, mais là, on parle de Webflow, il faut rentrer dedans, et c'est normal qu'on se casse un peu la gueule.
C'est pareil pour Make. Là, on est en train de faire notre formation à Make. Et ben, c'est difficile, quoi. Ouais. C'est juste, je pensais même honnêtement qu'on aurait. J'étais un peu sûr de nous, tu vois, parce qu'on a l'expérience et tout. Bah non, au début, nos retours ont été très mauvais sur notre formation parce que c'est très dur en fait d'emmener les gens dans ces outils-là, quoi. Mais je pense que c'est la vraie valeur de ces outils, c'est que si jamais, leur difficulté fait le fait qu'ils sont professionnels, et si tu as des bonnes méthodos pour le faire, alors là, tu fais des grandes choses avec. Exactement. Et c'est ça qui est important, et quand tu arrives à faire passer ça, les gens sont déjà dans le cadre, dans le mindset, et ils se disent, ok, d'accord, je dois passer par ça, et je dois apprendre telle ou telle chose avant de le faire. Et ça me paraît extrêmement important de le rappeler. Ouais. Ouais. Le futur, du coup, c'est quoi ? Le futur de d'Uncode School, il est de toi aussi, hein, au passage, si tu veux. Je ouais, suppose que c'est très lié, mais c'est quand même plutôt assez lié. Je vais pas annoncer que je pars sur une autre boîte en fait directement. Non, deux axes très importants sur Uncode School. Déjà, c'est forcément continuer les bootcamps, améliorer encore le programme. Tu vois, je te parlais en fait de parcours. Ça, c'est des choses qui, pour le coup, en fait, vont être extrêmement importants à creuser par la suite. J'ai envie de servir plus de monde. Aujourd'hui, on n'est qu'à Paris. J'ai beaucoup trop de messages de gens qui me disent je peux pas le suivre parce que je suis pas à Paris. Donc, il va falloir trouver des solutions. On est en train d'en chercher. Du coup, ça c'est un vrai sujet. On fait du B2C pour l'instant. Le B2B en fait nous intéresse bien. Aussi. J'ai envie d'entamer une phase de recrutement, donc je passe un petit message pour en tout cas ceux qui sont intéressés, en tout cas pour rejoindre l'aventure, que ça soit d'ailleurs en tant que recruté ou potentiellement aussi en tant que partenaire ou associé, parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, aussi vraiment le jour d'enregistrement du podcast, je lance aussi en fait un autre sujet qui est lié à Uncode School, qui est celui en fait d'un cabinet ou en tout cas d'une plateforme de recrutement complètement dédiée en fait au product builder et en tout cas au métier du no-code, qui s'appelle donc productbuilder.fr. Donc là au moins c'était très clair sur comment ça se passe. Pourquoi ? Parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de professionnaliser ce qui se passait aussi dans la newsletter. J'avais besoin de professionnaliser ce qui se passait un petit peu en off et que je faisais un petit peu sur mon temps libre, et je voulais aussi répondre finalement à ces problématiques d'entreprise avec une vraie envie de travailler sur ces métiers du no-code. Et finalement, si productbuilder.fr c'est effectivement une plateforme de recrutement, un cabinet de recrutement, en fait on veut mettre en relation des offres d'emploi, des candidats avec des entreprises ou des missions. L'idée, c'est aussi d'essayer de faire grandir en fait ce marché. Et puis, c'est aussi de donner une cohérence finalement à la formation, parce qu'il y a aussi des gens qui postulent chez Uncode School et qui me disent, parce qu'on est encore dans un moment un peu jeune, et qui me disent mais il y a du taf après ça. Et là, il faut pas se retrouver sec, tu vois, sur cette question. Et la réalité, c'est qu'il y a du travail. Et moi, aujourd'hui, je leur disais, va sur la newsletter, il y a déjà des offres, en fait. Mais je trouvais ça pas très pro. Tu peux les diriger sur une plateforme. Si tu peux effectivement leur dire, non, il y a une plateforme, c'est vraiment réel, il y a des entreprises, en fait, aujourd'hui, qui recrutent, qui proposent des missions. Là, par contre, ça devient un peu sérieux. Et je pense qu'on est vraiment au tout début d'une aventure, et j'ai envie d'essayer de pousser cette ambition aussi avec Uncode School et productbuilder.fr, d'essayer de justement donner une cohérence un peu à la formation, parce que c'est un peu l'histoire la poule ou de l'œuf en fait. Du coup, ok, tu veux recruter des gens, mais il n'y a pas assez de gens qui sont formés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vaut mieux former ou recruter. Je me suis dit que peut-être il y avait un continuum qui pouvait avoir du sens de faire ça. J'ai envie d'essayer de le pousser avec toute l'ambition possible. Pour ça que je passe un petit message pour ceux qui sont intéressés pour essayer avec la volonté de rejoindre l'aventure. Aujourd'hui, il y a un projet ambitieux avec pas mal de moyens qui vont être mis en place en fait sur ça dans les prochains mois. Donc, s'il y en a qui veulent rejoindre l'aventure, en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on c'est le bon moment. Voilà. Dernière question. Non, j'en ai une autre encore après. On va finir. Est-ce qu'il y a une date pour la prochaine formation ?
Yes, la prochaine formation, ça va être le 21 août, donc 2022, parce que je sais pas si les gens écoutent ça dans un an, en fait. Du coup, surtout, rendez-vous sur le site uncodeschool.com pour voir les dates, en fait. Ça va être beaucoup plus clair. On va rajouter ensuite les prochaines dates. Normalement, il va y avoir 2 autres bootcamps à la fin de l'année. Okay. Et pour l'instant, je suis en phase de terminer en fait surtout la structuration de la boîte. Je parlais du projet productbuilder.fr juste avant, donc c'est des choses qui prennent du temps. Donc là je suis dans une vraie phase de structuration du projet, des projets, de l'équipe, et pour ensuite pouvoir, on va dire, enclencher la machine et passer la seconde dans les prochains mois. Super. Où est-ce qu'on peut te suivre et justement te contacter Alors, je suis assez présent sur LinkedIn. La newsletter nocodestation.com est, je pense, un bon moyen de suivre l'actualité de ce que je fais chez Uncode School, mais plus globalement aussi l'actualité du no-code, parce que c'est vrai que pour l'instant, je fais un peu de branding sur ce qu'on fait. C'est d'ailleurs plus ça que tu fais, enfin, parce que là tu l'as dit dans l'autre sens, mais si tu fais d'abord l'actualité du no-code, ouais. Enfin, je dis pour les gens qui ne croient pas qu'ils s'abonnent à la newsletter de Uncode School, tu vois, c'est là. Non, effectivement, du coup, il n'y a pas vraiment en fait, de newsletter d'Uncode School, c'est No-Code Station en fait, surtout. Et tu partages un peu dedans aussi, évidemment, effectivement, ce que tu fais par ailleurs. Mais... Voilà, en fait, elle est double. À la base, en fait, moi j'avais envie de parler cette actualité no-code, parce que je pense que faut pas juste en être un spectateur, faut en être un acteur, et le fait d'écrire sur ces sujets no-code me permet de moi me tenir en fait à jour, de toujours avoir cette crédibilité et cette légitimité pour dire ok, on prend tel ou tel outil. Et puis j'avais envie aussi de permettre de faire vivre un petit peu mon aventure entrepreneuriale avec la communauté, et du coup il y a un mix en fait entre ces deux sujets sur cette newsletter, et voilà, donc LinkedIn newsletter c'est plutôt pas mal, et par mail ensuite s'il y a besoin. Et c'est vrai que je suis pas trop sur les autres réseaux sociaux. Je sais pas si toi il y en a que tu privilégies plus que moi que d'autres. J'aime bien Twitter, mais malheureusement j'ai pas du tout le temps d'y passer. Je voudrais, mais oui, donc LinkedIn, c'est souvent le. Et YouTube aussi, quand même, pour le coup, moi c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien je mets le lien. J'aimerais bien me remettre dessus. Je suis content, la chaîne va bientôt avoir en fait les 1000 premiers abonnés. C'est un petit peu le point d'étape. Évidemment, je compte pas devenir un influenceur youtubeur, mais c'est un bon moyen et un bon vecteur pour montrer un petit peu la pédago que tu peux faire, et comment tu peux amener en fait certains sujets, et je pense que c'est quelque chose en tant que formateur. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer, mais bon. Voilà, j'ai pas une équipe de 12 personnes en fait derrière, ils sont capables de monter les vidéos, on aimerait ça, bien, donc j'ai un Notion rempli de 12 000 sujets que j'ai envie de parler, puis après je me rends compte qu'il y a 24 heures dans une journée, et que du coup on fait au mieux, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien reprendre par la suite, notamment. On connaît ça. Et écoute, merci beaucoup Milan, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Alex, et encore bravo pour ce que vous faites. À plus. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais voilà, il y avait plein de choses à dire. Voilà, Milan avait vraiment beaucoup de choses à nous partager, moi j'ai trouvé ça passionnant. J'étais content, vous l'avez vu, on n'est pas d'accord sur tout. Moi j'ai aussi des avis assez tranchés sur la formation, mais j'étais vraiment curieux et très intéressé de connaître un petit peu les conclusions. Et là je pense très sincèrement qu'avec Milan on vous a partagé une vision du futur du no-code, de la formation, mais pas que. Vraiment, je pense très sincèrement qu'entre ces approches modulaires ou de microservices et puis des approches plus intégrées, comme on utilise un petit peu dans notre jargon, eh bien je pense que se trouve une partie de notre futur, et qu'il y aura des bouleversements, et je serais curieux d'écouter cet épisode dans 3 ans et voir un petit peu où on en est, où en sont des outils comme WeWeb, où en sont des outils comme Bubble. Est-ce que tout le monde sera toujours là à la même place ? On verra, où on sera Webflow aussi. Voilà, mais dans les usages, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. N'hésitez pas à commenter, très franchement, je pense que là il y a vraiment matière, donc comme d'habitude, allez sur le Slack de No Code France, on poursuit la discussion là-bas, Milan y est présent évidemment, et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 8, qui va s'achever avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis vraiment très content d'avoir finalement pu interroger. Il s'agit de Nicolas Daprini, qui est
le plus ancien bubbler en France, voilà, disons-le clairement. Et franchement, c'est quelqu'un qui a, au-delà de Bubble, dont il va vous parler, qu'il connaît depuis très longtemps, qui a une vision très très intéressante, je trouve, du no-code, des usages du no-code, une perspective très intéressante sur tout ça, des choses que vous n'entendez pas forcément au quotidien. Nicolas n'est pas forcément plus actif dans la communauté. Par contre, il utilise beaucoup les outils, il réfléchit beaucoup à tout ça et c'est toujours un grand plaisir de parler avec lui. Donc voilà, on achèvera la saison 8 avec cet entretien que vous allez retrouver la semaine prochaine. D'ici là, no-codez bien. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, à ce podcast, comme ça être sûr de ne rien manquer. Et puis voilà, merci encore d'écouter jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt.